C'est comme ça qu'il faut voir l'IA aussi. Là, on veut dérisquer l'aventure. Et la grande majorité des entreprises qui goûtent à l'intelligence artificielle ne vont pas faire qu'un seul projet. Ils vont faire un deuxième, un troisième, parce que s'ils ont bien identifié le premier, il est super payant. Fait qu'ils vont se payer le deuxième avec le profit du premier, et ainsi de suite. Le Dérangeant et Vidéotron Affaires s'unissent pour créer Longueur d'avance, le podcast des entrepreneurs d'ici en quête de solutions innovantes. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle série, hors série en fait, qui s'appelle Longueur d'avance. Il n'y a aucun entrepreneur qui se lève le matin qui souhaite entendre parler d'une autre histoire inspirante d'un entrepreneur quelque part. On cherche des solutions concrètes à nos problèmes aujourd'hui qu'on a. Puis c'est ça en fait le but de Longueur d'avance, c'est de vous amener ces solutions technologiques-là qui existent. Et pour ce premier épisode, en fait, on attaque l'intelligence artificielle parce que je pense que tout entrepreneur rêve de faire plus avec moins et c'est exactement le but de notre premier épisode, de comprendre les applications concrètes de l'IA. Et pour m'accompagner, je suis avec Dominique Gagnon, mon fidèle acolyte. Salut Dominique. Salut Étienne. Écoute, l'épisode d'entrée de jeu aujourd'hui, c'est l'IA. Parce qu'on le sait, les entrepreneurs rêvent de faire plus avec moins et on veut absolument en fait trouver des économies, améliorer la productivité de nos entreprises. Mais l'IA est comme un peu le rêve sur toutes les lèvres et est-ce qu'on sait vraiment quoi en faire? As-tu une application, toi, de l'IA au quotidien qui a vraiment changé ta vie que tu aimerais ça un pro tip donné aux auditeurs? Mais moi, tu le sais, je suis un peu obsédé sur l'intelligence artificielle. Un petit peu. Mais tu sais, je pense que j'ai réussi à récolter au moins 30 heures par semaine d'économie en automatisant un paquet de trucs. Le truc pour moi qui est le plus pertinent aujourd'hui, c'est la gestion de mes courriels. Je connais personne qui aime ça, les emails, donc j'utilise un outil qui s'appelle Superhuman, dans lequel je dirais à peu près 30% de mes courriels sont répondus automatiquement, sans même les regarder. Il y a un IA qui va y répondre. Ça va évidemment écrire mes drafts de courriels. Ça va m'aider à les classer. Sincèrement, juste ça pour moi, c'est un 5 heures à peu près de récupération de temps libre par semaine pour travailler sur ma business, faire des ventes, ce que j'aime vraiment. Ça, c'est juste un des peut-être 30 outils que j'utilise ou automatisation que j'ai mis en place pour être beaucoup plus productif comme entrepreneur. C'est pour ça que dans tes courriels récemment, en fait, tu me dis oui à tout parce que finalement, c'est un AI qui répond à ta place. J'aime ça. C'est un bon pro tip. Mais tu le dis d'entrée de jeu, en fait, le AI, c'est un peu l'espèce de rêve absolu, mais comment qu'on l'implante? On passe à partir de quoi? Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que ça fait vraiment des miracles? C'est exactement le genre de questions qu'on va aborder dans Longueur d'avance. En fait, c'est un podcast hors série créé en collaboration avec Vidéotron Affaires. Dans chaque épisode, on rencontre des entrepreneurs d'ici qui ont fait face à des défis vraiment réels, concrets, qui ont trouvé des solutions technologiques ou humaines pour les surmonter, qui ont innové et qui finalement qui ont pris une longueur d'avance dans leur industrie. C'est une série qui nous tient particulièrement à cœur parce que en fait, elle met en lumière ce qu'on aime le plus chez les dérangeants, c'est-à-dire donner la parole à ceux qui osent penser autrement. Et pour y arriver, on s'est allié à Vidéotron Affaires qui, on le sait, en fait, accompagne les entreprises d'ici dans leur transformation, dans leurs défis, mais aussi dans leur réussite, et ce, depuis plusieurs décennies. Je pense que l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de rendre ça concret sur le plancher des vaches. On peut-tu, dans n'importe quelle entreprise, avoir des économies grâce à l'IA? Puis est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde ou ça reste juste pour les startups tech qui ont vraiment des produits IT? Toi, t'en penses quoi? Ben, la première chose, je pense que l'IA, il faut le voir sur un aspect personnel. Puis souvent, on parle de l'IA comme entrepreneur, mais la première chose qu'on veut, c'est récolter du temps. Et du temps, puis souvent, moi, j'utilise la comparaison avec le lave-vaisselle. Tu sais, le lave-vaisselle, là, c'est-tu pas une belle invention? Je connais très, très peu de gens passionnés par faire la vaisselle. Ben, tu veux que l'IA fasse un peu la même chose, va réussir à automatiser les tâches que tu n'aimais pas faire ou les tâches qui n'étaient pas ce qu'on appelle à forte valeur ajoutée. Donc, l'aspect vraiment de tâches que tu fais, mais que tu dis, je n'avais pas vraiment de faire ça. Exemple, numériser des papiers ou, par exemple, classer des courriels, là, qui n'est pas quelque chose que quelqu'un a beaucoup de plaisir ou encore, on en parlera tout à l'heure, remplir un CRM. Je connais aucun vendeur qui fait hey, moi, mon fun, c'est de mettre les choses dans le CRM. Fait que je pense qu'il y a les besoins personnels. On est capable d'automatiser beaucoup de choses, que ce soit sur notre vie perso. Donc, je peux penser, par exemple, à autant les menus qu'on va manger. On peut scraper, par exemple, les circulaires pour être capable de savoir c'est quoi les rabais. On peut automatiser notre vie de famille d'une certaine façon. Moi, je reviens du Portugal. Ben, j'ai mon agent de voyage IA qui fait qu'à chaque fois que je vais dans un restaurant et je l'aime, je lui dis pourquoi je l'aime et qui est devenu très, très pertinent à me recommander des adresses. Ça, c'est un exemple de ça. Après, comme entrepreneur, ben, il y a toutes les choses qu'on peut faire nous-mêmes. Gestion des courriels, gestion des appels, gestion de nos horaires. Donc, des tâches qui sont quand même assez simples. Et après, on monte en grade avec réponse, par exemple, à des appels d'offres, création de contenu sur les médias sociaux. C'est toutes des choses que l'intelligence artificielle a de la valeur. Puis je trouve que c'est justement une idée méconçue. Il y a beaucoup de gens que j'ai parlé d'IA
Dernièrement, un restaurateur qui disait, Dominique, dans la restauration, l'IA, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En 10 minutes, j'avais une dizaine d'exemples pour lui, que ce soit l'optimisation des menus, que ce soit l'utilisation d'un agent vocal, compagnie de Montréal qui s'appelle CD AI, qui a été créée par Valsoft, qui principalement répond au téléphone dans les restaurants puis te permet de réserver ou de changer tes réservations. Tu sais, combien de fois on appelle dans un restaurant, personne ne nous répond. C'est plein de bons exemples. Fait que Dominique, pour plonger tout de suite dans le sujet, tu l'as dit d'entrée de jeu, un restaurateur qui décide demain matin de juste pas regarder l'IA, de pas y mettre d'énergie, est-ce que c'est synonyme d'extinction pour lui? Selon moi, c'est vers là que ça s'en va. On le voit. La première chose. Sérieux? Ouais. Mais ce qu'il faut se rappeler, la première chose, c'est la productivité du Canada. Tu sais, je pense que c'est important de remettre ça en perspective. Là. On est parmi, dans les pays de l'OCDE, les pays les moins productifs de l'OCDE. C'est catastrophique. C'est fou, parce qu'on était 4e, je crois, il y a 20 ans, et on a glissé à la 28e place. Exactement. Il n'y a pas de moyen aujourd'hui, je pense vraiment, pour être plus productif que l'intelligence artificielle ou aussi l'automatisation des processus. On est encore énormément à faire des tâches, j'en ai parlé un petit peu au début, à faible valeur ajoutée. On aime refaire 10 fois la même chose. Et aujourd'hui, on le voit, surtout avec nos voisins américains qui sont à fond dans l'intelligence artificielle, dans aller plus vite, dans produire plus à moindre coût. Il faut vraiment se réveiller. Puis oui, pour moi, un restaurateur, un entrepreneur qui aujourd'hui ne décide pas de sauter dans l'IA, il y a définitivement un risque pour son entreprise dans les prochaines années. Mais en fait, moi, je me pose vraiment la question, puis c'est ce que je vais vouloir creuser aujourd'hui dans l'épisode. Y a-tu des industries qui sont en fait pas à risque? T'sais, est-ce que l'intelligence artificielle s'applique dans tout, partout, tout le temps? C'est-tu la solution miracle à tous les problèmes ou il y a vraiment des case studies particuliers que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais les courriels, tu mentionnais, les ventes, est-ce que l'optimisation des routes, tu sais, ou mettons, je pense au pêcheur de crabes du Nouveau-Brunswick, lui, peux-tu vraiment utiliser l'IA pour changer sa business, d'après toi? La réponse est tout le monde. La réponse, c'est est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus protégés que d'autres? Je pense que oui. On peut penser, par exemple, au métier de la construction, jusqu'à temps que réellement on arrivera à l'ère de Elon Musk et des robots humanoïdes intégrés avec l'IA qui sont capables de construire des maisons. On n'est pas là demain, Étienne. Par contre, je pense que tout le monde qui sont dans le milieu de l'intelligence artificielle, on se rend compte à quel point ça va bien plus vite que ce qu'on s'attendait. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me surprit. Généralement, je trouve que les choses vont moins vite que ce que je m'attends, mais dans l'IA, c'est toujours plus rapide. Je suis extrêmement surpris aujourd'hui de la pertinence des modèles. Ce qui fait que tu penses, par exemple, à un pêcheur de crabes. Est-ce qu'il peut utiliser l'IA? Il y a clairement des systèmes d'IA qui seraient probablement capables de dire où pêcher, où il y a le plus de crabes. Il y a probablement des systèmes qui seraient capables d'automatiser les déplacements en bateau pour sauver, par exemple, du pétrole. Il y a énormément de business case, selon moi, dans l'entièreté des industries. Fait qu'il y a des métiers qui vont être plus touchés. Par exemple, je pense au métier des avocats, aux métiers qui sont très administratifs. Mais moi, quand je vois mon avocat qui était 800-900$ de l'heure pour me donner la même convention d'actionnaire qu'il a donné 13 fois, je pense que lui devrait stresser un peu plus que d'autres en ce moment dans ce secteur-là. Mais la réalité, c'est que je pense que l'IA va permettre d'optimiser la plupart des entreprises, puis va séparer les entreprises qui vont très bien performer à ceux qui vont peut-être être en difficulté dans les prochaines années. Quand j'ai lancé Biogénique, mon premier site web qui était transactionnel a coûté 35-40 000 à faire. Et là, j'en ai refait un avec Claude Code. Ça m'a pris 15 heures. Ça a coûté 0. En fait, ça a coûté mon abonnement, that's it. Et sans écrire une ligne de code. Et c'est ça vraiment la grande différence. Puis ce qui me surprend, là, c'est qu'il y a encore des entrepreneurs, il n'y a pas si longtemps, là, 2 mois, je parle à un ami entrepreneur, puis il me dit justement, je viens de confier le mandat à une agence de refaire mon site web. Puis là, je fais comme, OK, mais tu sais, c'est quoi, ils vont te charger 3-4 000 $ pour faire ça? Il dit, ah non, c'est justement un 40 000 $ à peu près. Un site vitrine, qui n'est même pas un site web transactionnel. Même pas si compliqué que ça. C'est tellement facile à faire avec des outils comme Lovable ou des outils comme Hercule, qui sont des outils justement qui permettent de développer, que ce soit du logiciel ou des sites web avec l'IA. Tu n'as même pas besoin d'écrire une ligne de code. Tu as besoin de lui dire qu'est-ce que tu veux comme feeling, qu'est-ce que tu veux comme contenu, et tu vas être capable de faire un site web qui va être extrêmement performant avec ces outils-là. Fait que je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout ce type de tâches-là, on est capable d'aller beaucoup plus vite puis de le faire à plus faible coût. Oui, une analogie que j'aime beaucoup en fait utiliser, c'est qu'il y a une période dans l'humanité où est-ce que les GPS n'étaient pas mainstream. C'était pas tout le monde qui en avait un. Fait que tu avais le droit d'arriver en retard à un meeting en disant « Hey, je me suis perdu, le chemin n'était pas clair, il y avait du trafic, je ne l'avais pas vu venir. » Aujourd'hui, tu sors cette excuse-là, on va dire « Pourquoi tu n'as pas pris Waze? » Tu n'as plus le droit, là. Tu n'as plus le droit de te tromper de chemin. Mais en ce moment, on est comme dans cette période-là un peu weird où est-ce qu'il y a des gens qui utilisent l'IA, il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Tu as des documents qui sont faits en 4 minutes, qui sont exceptionnels, des PowerPoint, que moi, j'ai haï faire des PowerPoint, là, que je pense que c'est ma hantise.
Puis, tu sais, blague à part, j'étais sur un conseil d'administration d'une OBNL, puis c'est juste des têtes blanches. C'est du monde de 60, 70 ans et plus, puis je suis le seul jeune. Finalement, j'ai dit, inquiétez-vous pas, je m'en occupe de faire le PowerPoint de levée de fonds. J'ai pris le transcript de notre rencontre sur Teams, je l'ai mis dans Claude, j'ai dit, fais-moi un PowerPoint avec ça. Puis tout le monde était sur le cul, était incroyable, mon Dieu, c'est tellement bon, ça t'a dû prendre des heures, c'est merci tellement. Puis je me demande, je me suis posé la question, j'ai-tu envie de le dire? Oui, il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent c'est pas moi. effectivement que c'est l'IA derrière. Puis, tu sais, c'est un bon exemple que tu viens de donner, les meetings. Tu sais, moi, j'utilise Fireflies, qui est un outil que j'aime énormément pour mes meetings. Puis généralement, dans la vraie vie, j'utilise un device qui s'appelle Plaude, P-L-A-U-A-D, qui est selon moi un des devices les plus intéressants que je peux mettre sur le milieu de la table. Ça enregistre la conversation. Par la suite, ça me fait un résumé complet de la conversation. Ça va même plus loin, ça fait un arbre mental de la conversation. Tu sais, moi puis toi, Étienne, 2 TDAH dans une discussion, le sujet à gauche, sujet à droite, on revient au premier sujet. C'est capable de tout organiser ça. Et dernièrement, pareil que toi, conseil d'administration, il y a quelqu'un qui est dans le meeting, je demande c'est qui, on me dit c'est la personne qui va prendre les notes. Puis là, je fais, mais pourquoi? Pourquoi cette personne-là, elle n'est pas heureuse de prendre les notes du conseil d'administration? Mais elle était réellement là. Puis je dis, ouais, mais vous n'avez pas besoin, j'ai Fireflies. Il a dit, on est plus à l'aise jusqu'à temps que comme toi. J'envoie le bilan de la réunion. Et sincèrement, sans vouloir être plate pour cette personne-là, j'étais beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent d'une certaine façon dans mon rapport qu'une personne qui fait ça à main. C'est pas facile de faire ça définitivement. Ah non, mais moi, ça me fascine parce que je nous écoute parler, puis on l'a vécu, toi puis moi, comme entrepreneur, où est-ce que j'ai payé mon bureau d'avocat pour assister à mes conseils d'administration, pour faire les procès-verbaux. Là. Les minutes. Les minutes, puis ça me coûtait 500-600 $. Mais juste au dérangeant, on a eu une recherchiste très longtemps qui coûtait cher. On n'en a plus. Puis on n'en a plus besoin. Fait que est-ce que l'IA, selon toi, va coûter des jobs à court terme? Ben, ça coûte déjà des jobs. Je pense qu'on est passé. Il y a eu une première phase dans l'IA, peut-être qu'il y a un an et demi, où des entreprises comme Klarna, il y a plusieurs grandes entreprises qui ont fait des annonces sensationnalistes de dire l'IA, on coupe 1200 postes qu'on remplace par l'IA. La plupart de ces business-là ont quand même fait un petit chemin en arrière et ont recommencé à embaucher certaines personnes. Il y a des gens qui sont allés un peu trop vite. Moi, je pense que la première chose, c'est que l'IA ne va pas prendre la job des gens qui utilisent l'IA. Fait que si vous utilisez l'intelligence artificielle, que vous devenez un super employé, vous êtes capable de créer suffisamment de valeur pour être protégé généralement dans différents rôles. Après, est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans une discussion comme il y a eu dans la révolution industrielle. Il n'y a pas tant longtemps, les gens disaient qu'on va rentrer des machines dans nos usines, il n'y a plus personne qui va travailler, ça va être la catastrophe. Le monde s'est adapté. Est-ce que, par contre, je pense qu'on va vivre un des plus gros bouleversements dans le monde de l'emploi, définitivement? Je pense aussi que ça va créer de plus en plus d'écarts de richesse, ce qui veut dire que de plus en plus de gens vont réussir à être très performants et très riches, et de plus en plus de gens qui n'auront pas accès nécessairement à l'IA et au savoir, parce qu'il y a aussi toute l'économie des jetons, qui est la monnaie pour être capable de faire travailler l'intelligence artificielle, qui va créer cet écart-là. Mais est-ce que ça va coûter des jobs? Ça l'avait dans mon entreprise déjà coûté une dizaine de jobs sur 70 personnes. On parle de 10 à 15 % des emplois qu'on avait réussi à automatiser, que ce soit en assurance qualité, que ce soit en ingénierie, dans lequel on n'avait pas fait de perte d'emploi, mais un ingénieur qui s'en allait n'était pas remplacé. Parce qu'on était capable aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, de produire 2 à 3 fois plus. Est-ce que ça va coûter des emplois définitivement? Est-ce que les gens peuvent se préparer à ça? Je pense que oui, mais il va falloir accélérer au Canada. On est vraiment en retard. Fait que je serais curieux de t'entendre. C'est quelle opération que justement, toi, tu as réussi à automatiser dans la dernière année grâce à l'IA? Où est-ce que tu as eu des économies de temps faramineuses? Ben, tu sais, je pense que ce serait presque plus compliqué de dire où je ne l'ai pas mis. En fait, même à ça, j'aurais un peu de difficulté à trouver c'est où. Parce Mais que la c'est un tâche peu la partout. plus plate que tu ne fais plus aujourd'hui? Ben, courriel, j'en ai parlé. Ouais. C'est un des premiers. Moi, c'est des PowerPoint. Évidemment, pas courriel, PowerPoint, recherche, Perplexify, qui est juste hallucinant en termes de recherche, études de marché, recherche, très, très pertinent. Moi, j'écris beaucoup, tu le sais, je blogue pour les affaires, je suis très actif sur les médias sociaux. Un bon exemple que je peux donner, j'ai un agent, les matins, qui va aller lire les médias à ma place. Donc, je lui ai dit une liste de 30 médias que je trouve pertinents, intéressants. Il sait qu'est-ce qui m'intéresse, il va les lire, il va choisir les meilleurs articles, il va me les résumer. Et moi, je le fais en audio parce que j'aime pas nécessairement lire. Et je vais lui dire les 3 qui m'intéressent le plus et il va m'écrire sur quel angle je pourrais écrire sur ces sujets-là.
Donc, très, très rapidement, dis-toi que c'est comme si moi, pendant que je dors, il y a quelqu'un qui est en train de lire les médias pour moi. C'est ce que des agences de relations publiques ou de relations de presse faisaient avant. Il va me donner des idées sur quoi dire. Ben, ça fait que souvent, les gens disent, Dominique, comment tu fais pour écrire un blog par semaine pour les affaires? Tu réussis à écrire un post sur les médias sociaux à chaque jour sur LinkedIn. Ben, ça fait que j'ai automatisé ce processus-là. Par la suite, je fais partie des gens qui sont allergiques au CRM. Donc, l'automatisation, par exemple, de remplir le CRM en ayant des outils comme Gong qui enregistrent l'entièreté de mes appels et vont aller populer. Ça, c'est des bons exemples. Mais tu sais, on pourrait faire un podcast de 7 heures où j'arrêterai pas de te donner tous les exemples de ce que j'ai automatisé. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui code énormément. Je suis pas quelqu'un d'énormément technique aujourd'hui. Je l'ai été un peu dans le passé. Mais ça prend une qualité. Puis selon moi, c'est un des éléments importants de ce podcast-là, c'est que ça prend de la curiosité. Il faut avoir une longueur d'avance. Il faut aller essayer des choses. Puis il faut surtout les essayer plus qu'une fois. Parce que je me rappelle, il y a des gens qui j'avais parlé qui avaient dit, je suis allé sur ChatGPT, puis il m'a dit une niaiserie. Puis là, c'était comme, j'arrête d'utiliser ça. Attendez une minute, les modèles se développent à une grande vitesse. Il faut avoir la curiosité d'essayer. Puis de ne pas rendre l'IA trop compliqué, Étienne. Puis c'est ce qu'on veut faire avec ce balado-là. Puis c'est ce qu'on va faire avec notre invité. C'est que le problème, souvent, on parle de projets de millions de dollars. On parle de vision, d'être capable de capter des choses avec de la vision en IA. L'IA, il faut rendre ça simple, de dire comment je suis capable de remplacer 5, 6, 7 tâches par des outils qui existent déjà versus investir des millions dans du développement de solutions. Il y a des entreprises pour qui c'est payant, mais moi, je pense qu'il faut revenir sur le plancher des vaches puis dire à l'entrepreneur, automatise tes courriels, automatise tes soumissions, automatise différents processus, puis déjà, tu vas gagner parce que la plupart des gens le feront malheureusement pas. Puis en fait, je serais curieux de t'entendre. J'ai un de mes amis qui est entrepreneur, il a une agence marketing, puis il m'a dit candidement dans un meeting qu'on avait un lunch, il dit, tu sais, la révolution AI dans le domaine marketing, elle va se faire dans mon agence, mais ça ne sera pas moi qui va la leader parce que j'ai plus l'énergie. Puis je l'écoutais, puis j'étais comme, je me voyais à l'université, moi j'ai appris à utiliser Photoshop, par exemple. Je l'ai appris, mais juste en pitonnant, puis en gossant, puis en cliquant un peu partout. Puis finalement, j'ai découvert comment ça fonctionnait. Puis là, je l'ai fait récemment pour ChatGPT, pour Gemini, apprendre à prompter, back and forth. Je me demande combien de fois je vais être capable d'apprendre un nouveau logiciel de mon vivant avant d'être tanné, avant de ne plus être capable. Fait qu'un entrepreneur qui dit comme, ouais, la révolution IA, elle va se faire dans mon industrie, mais c'est pas moi dans mon organisation qui va piloter ça. Ben, ça vient dans les opportunités de reprenariat qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Tu sais, pour des repreneurs, une nouvelle génération d'entrepreneurs en fait, comme ceux qui nous écoutent. Prépare-toi à mourir. Ben, effectivement. Pour moi, les gens qui ne veulent pas s'adapter à ce changement-là vont devoir vendre leur entreprise éventuellement. Et ça va être une belle opportunité pour des repreneurs de transformer ces entreprises-là en intégrant de l'intelligence artificielle à l'intérieur de ça. Mais c'est définitif que ça demande une certaine fatigue. Après l'IA, selon moi, puis tu pourras me dire si tu as vécu la même chose, c'est assez simple à apprendre. Parce que la première chose à faire, quand les gens me disent je commence comment? Ben, va dans ChatGPT ou va dans Claude. Mais généralement, tu vois, je vais conseiller ChatGPT pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'IA, puis demande-y par où commencer. Il va déjà te le dire. C'est déjà le premier point. Et moi, l'exemple que je prends toujours, c'est mes parents. Tu sais, mon père me dit, tes affaires, là, l'intelligence artificielle. J'avais dit, papa, prends une photo du frigo puis demande-y quoi manger ce soir, en fonction de ce qu'il voit sur la photo. Mon père utilise l'IA tous les jours depuis ça, sur plein d'outils, parce qu'il a vu quelque chose de concret qui a bien fonctionné. Et il a commencé à automatiser. Mon père faisait énormément de fautes d'orthographe. Là, je sais que c'est écrit par l'IA parce que c'est des courriels et des messages impeccables. Ben, on voit des utilisations de l'IA qui sont pratiques et qui vont rapidement amener de la valeur. Puis la génération, je comprends les entrepreneurs. Je fais partie de ceux-là, là, même, tu sais, on est quand même assez jeune, début quarantaine, mais je suis fatigué. Tu sais, la réalité, on a l'inflation, on a eu les tarifs de Trump, on a eu la COVID. On est fatigué comme entrepreneur, mais selon moi, de refuser d'apprendre l'IA, c'est de refuser de survivre définitivement dans le monde des affaires dans lequel on est aujourd'hui. C'est quand même fascinant parce qu'on parle d'apprendre l'IA, mais l'IA, c'est beaucoup plus complexe que juste ChatGPT, que Claude et ça. Ça, c'est des modèles LLM qu'on appelle. Fait que c'est conversationnel, mais il y a aussi des applications vraiment plus poussées. Ben moi, j'utilise toujours le parallèle, Étienne, de ces modèles-là qu'on peut parler de Grok, on peut parler d'OpenAI, on peut parler de Claude, on peut parler de Gemini, qui est Google. Moi, j'appelle ça des médecins généralistes. Tu sais, t'es dans le domaine médical dans les années. Ils sont très, très bons dans tout, ils sont excellents dans rien. Mais après ça, il y a des modèles qu'on appelle spécialistes, qui souvent vont être aussi sur des modèles comme Claude, etc., mais qui vont accomplir une tâche spécifique. Donc, ils vont avoir un outil comme Superhuman. Ils font une chose, ils gèrent tes courriels. Donc, on a vraiment les deux types de modèles dans lesquels on travaille. Puis, il y a des outils aujourd'hui disponibles. C'est des milliers et des milliers d'outils. Il faut trouver le bon outil pour le bon besoin. Mais en fait, c'est super intéressant de dire ça parce qu'ils appellent ça des verticales. Tu sais, une agence de voyage, tu le mentionnais, il va en avoir une maintenant qui est Expedia va être remplacée par un outil AI.
mais on ne sait pas encore qui, on ne sait pas comment. Ça va être un rapper, ça va comme... Moi, je pense que l'humain va rester. Tu vois, je te challenge là-dessus. Je suis en train de réfléchir justement à un voyage. J'ai envie d'une agence de voyage quand même humaine. Par contre, ce qui va arriver, c'est que je suis de plus en plus préparé. Ce qui veut dire que j'ai déjà demandé à l'IA les 20, par exemple, destinations que je devrais aller en fonction de mes préférences, etc. Mais moi, j'aime encore l'idée de parler avec quelqu'un et de dire « Hey, j'ai ces résultats-là. Peux-tu m'aider à me dire, toi, qu'est-ce que tu as vécu, t'es-tu allé? » Parce que, par exemple, j'étais au Portugal la semaine dernière. Ben, c'est arrivé une fois que l'IA s'est vraiment plantée sur le choix de restaurant. Tu sais, je suis allé à quelque part, j'étais vraiment très, très déçu. J'avais pas fait le temps de moi-même aller faire des recherches sur les commentaires puis de regarder. Faut pas non plus penser que c'est tout parfait. C'est ce qu'on appelle human in the loop. On a encore besoin d'avoir un peu d'humain. Est-ce que dans 5 ans, je vais dire la même chose? Je sais pas, Étienne. Je dis que je suis 50% du temps terrorisé et 50% du temps excité avec l'intelligence artificielle. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que je pense qu'encore qu'il va y avoir de plus en plus de place pour la relation humaine. Exemple, en vente, ben, l'aspect d'avoir quelqu'un d'agréable avec qui partager un verre, avec qui partager un bon lunch puis discuter d'un problème va continuer d'avoir de la valeur, mais cette personne-là va être bien plus pertinente à cause de l'IA. Ben écoute, ça va te causer des problèmes parce qu'il va falloir que tu sois plus agréable. Eh boy, mais ça, je vais demander à l'IA définitivement. Ça ne sera plus moi, c'est la robotique qui s'en vient. Il va y avoir un nouveau Dominique. Moi, je serais curieux de t'entendre, en fait, sur ta perspective des freins, justement, à l'IA. Parce que j'ai un de mes amis qui a une business de tech, puis ils ont décidé de payer, en fait, l'IA pour tous les employés. Fait que tout le monde a sa licence. Et là, ça peut monter vite, hein? Ching, ching, ching. Ça monte extrêmement vite. C'est des dizaines de milliers de dollars par mois qu'on dépense là-dessus. Mais notre but, c'est de doubler la business sans engager un humain de plus. Fait qu'on track chaque employé, leur utilisation des tokens, des jetons, puis on va voir les employés en disant comme là, pourquoi tu n'as pas dépensé tes jetons? Tu utilises-tu l'IA assez? Go, on le paye pour toi. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Le plus gros problème pour moi avec l'IA, c'est la gestion du changement. Et je crois réellement qu'on arrive à une étape dans laquelle on a l'obligation d'imposer les choses. Ce que j'ai réalisé, c'est que si tu n'imposes pas, les gens ne le font pas. Mais si tu l'imposes puis tu perds le contrôle, c'est pas mieux non plus. Ça veut dire quoi, perdre le contrôle? Il faut des balises, il faut être capable de regarder ce que les gens font, mais il faut faire ressentir aux gens et comprendre aux gens, puis évidemment les accompagner, les former. Mais il faut comprendre de dire une chose. Quelqu'un qui se refuse aujourd'hui à dire « Moi, je n'utiliserai pas l'IA », puis il y en a là, qui pensent ça « Moi, je n'utiliserai pas l'IA », ben, leur job est à risque. Puis il va falloir avoir du courage. Puis moi, j'ai souvent blogué là-dessus. J'ai dit qu'on manque de courage au niveau des leaders du Québec, au niveau de la haute direction. Très, très souvent, on va tolérer des gens qui ne veulent pas changer. Puis on vient encore à ce qu'on a dit au début. Un des pays les moins productifs de l'OCDE. À un certain moment, si on ne dit pas aux gens qu'il faut aller plus vite, qu'il va falloir innover, puis surtout qu'on les forme, moi, je pense que c'est crucial de faire. Puis les coûts, encore une fois, il y a des gens qui me disent que ça coûte cher, il faut faire des comparables. Est-ce que ça rapporte? Parce que souvent, on focus sur le coût, mais pas sur le truc. Si ça te coûte 10 000 en jetons de remplacer 70 000 de salaire, tu devrais applaudir et être très, très heureux et de le voir de ce côté-là. Après, je continue de penser qu'il faut de l'humain, qu'il faut de la formation, qu'il faut de la gestion du changement. Et la meilleure chose à faire aussi, c'est de commencer par remplacer des tâches qui font chier vos employés. Essayez pas de remplacer des tâches qu'ils adorent faire. C'est sûr et certain qu'ils vont se bloquer et ils n'auront pas envie. Mais par exemple, commençons par dire à vos vendeurs « Hey, c'est fini de remplir le CRM, on a automatisé le processus. » Je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui va faire une manifestation devant votre bureau parce qu'ils veulent continuer à remplir le CRM. Alors, puis moi, j'ai une étude de cas justement où est-ce que on a des employés qui envoient des photos de leur travail, justement pour montrer l'avancement ou l'état de certains immeubles dans ma business immobilière. Puis, c'est un humain actuellement qui validait qu'on avait reçu les photos de tout le monde, puis que tout le monde avait envoyé. Ouais. Bon, écoute, j'ai regardé ça, comme on peut mettre un Slack, puis avec Claude, puis on va juste s'assurer. Puis celui qui n'a pas envoyé ses photos va recevoir une alerte automatique de « sont où tes photos? » Puis je suis comme... Écoute, je pense que c'est 5 heures par semaine qui viennent d'être économisées juste là. Mais il y a clairement d'autres bonnes pratiques pour l'utilisation de l'IA, puis des quick wins, puis des use cases qu'on ne connaît pas. Hugues, bienvenue au Dérangeant. Merci. Tu es vice-président et copropriétaire de Vauban. En fait, tu fais de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises depuis plus de 10 ans maintenant. Tu es tombé dans Marmite au tout début alors que c'était pas sexy. En fait, qu'est-ce qui t'a donné le goût de tomber dans l'IA? En fait, je fais partie de ceux qui ont vu très tôt, peut-être. Comme la tendance qui s'en va. Plus que le potentiel de l'IA. Fan fini des technos depuis toujours. Dans ma carrière, la technologie a toujours été présente. Fait que, au tout début de l'IA, avant l'arrivée de ChatGPT et de tout le reste, moi et mon partner Kevin, on a vu le potentiel de l'IA rapidement, puis on a compris comment ça allait transformer nos vies, les business, à peu près tout ce qu'on connaissait. Là. Donc, et
force est d'admettre que ça se passe en ce moment. C'est comme une question de timing et de chance. Qu'est-ce que tu réponds à un entrepreneur qui dit « Hey, moi, j'ai pas l'énergie pour ça, je vais laisser ça à la prochaine génération. » Ben, pour reprendre un peu les mots de Dominique tantôt, Bye-bye. Il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. S'il embarque pas, non seulement il aurait déjà dû embarquer, donc il est en partie trop tard. Il est déjà trop tard. Moi, c'est mon feeling quand les gens me disent « je commence ». Fait qu'on lui fait un câlin, puis on dit « There, c'est pas grave. » Surtout ça. Exact. Sinon, c'est de comprendre qu'il est peut-être pas trop tard, mais qu'il faut vraiment y aller. Là. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est certain. Là. Puis est-ce que c'est vraiment, tu aurais le même discours, peu importe l'industrie, que ce soit manufacturier, la pêche du crabe, que ce soit la fabrication de bijoux? Absolument. On est obligé de se challenger dans nos paradigmes de la techno, c'est pas pour moi. J'ai un modèle d'affaires où l'IA changera pas grand-chose. En fait, même si on entend, puis c'est vrai, hein, tu l'as nommé, la construction va être certainement moins touchée, mais c'est pas grave. Moi, j'en ai des chums entrepreneurs en construction. On a des clients chez Vauban qui sont des belles compagnies de construction qui ont fait des projets complètement capotés où les appels d'offres, aujourd'hui, ça s'automatise. On met de l'IA dans une quantité d'opérations où qu'on n'a plus besoin de planifier. Donc, la gestion des outils, moi, on m'a beaucoup parlé de la gestion des outils, des pertes, des vols, des outils, des trucks, des bons trucks, les bonnes équipes sur les bons chantiers. Je veux dire, il y a de la planification, de la prédiction. L'IA fait beaucoup plus que être un outil pour jaser avec, comme on a malheureusement la perception, puis le raz-de-marée que les ChatGPT, Claude et autres de ce monde ont fait, c'est aussi un peu biaisant pour les entrepreneurs qui comprennent ce qu'ils voient. Donc, oui, effectivement, ils ont accès à ça facilement, mais bien évidemment, les use cases ou les cas d'usage un peu moins mainstream vont être pour eux plus compliqués à comprendre ou du moins à appliquer dans leur business. Donc, de dire, je vais être capable de prédire mes ventes, je vais être capable de prédire combien de maisons je vais construire l'année prochaine, combien de produits je vais vendre ou de pertes. Pour eux, c'est très nébuleux. Là. C'est difficile à voir. Puis... c'est quasiment de la magie noire, en fait, parce que viens me convaincre que moi, j'ai mon entreprise depuis 20 ans qui est profitable. J'ai versé 1 million de dollars de profit à chaque année depuis 20 ans. Puis là, ça va disparaître à cause d'une bébite qui s'appelle ChatGPT. Oui. Ah ouais. En tout cas, mais on le voit, là, il y a plein d'entreprises qui étaient extrêmement performantes, rentables, etc., qui aujourd'hui sont extrêmement à risque. Fait que les choses changent très drastiquement. Ah oui, je pense qu'on fait le petit parallèle, mais Kodak, qui a déjà été, je pense, 30 000 employés, là, c'est à peine 3 000. Bon, on peut penser à BlackBerry, on peut en nommer plusieurs, compagnies qui n'ont pas pris le virage, qui n'ont pas changé. L'IA, aujourd'hui, un des plus gros virages. Mais si on ramène ça, parce que Kodak, BlackBerry, c'est des grosses compagnies, mais si on ramène ça concrètement, là, demain matin, on l'a dit, il est peut-être trop tard pour certains, mais restons dans le positif, de dire sauter dans le bain immédiatement, parce qu'il faut sincèrement que les PME canadiennes embarquent aujourd'hui. Selon toi, c'est quoi la première question que ces gens-là devraient se poser? La question est à la fois simple et pas un réflexe. Mais on accompagne nos clients depuis 10 ans bientôt avec cette question-là. C'est où est-ce que l'entreprise fait le plus d'argent et où est-ce que l'entreprise perd le plus d'argent. Si on est capable d'identifier ces deux endroits-là, on a deux super de beaux créneau potentiel processus, peu importe ce qu'on a identifié, qui devient la première chose à optimiser, automatiser ou remplacer par de l'IA. La raison est fort simple. On va pas toujours automatiser à 100%. En fait, la vaste majorité du temps, on ne fait pas ça à 100%. Donc, on va faire des gains de l'ordre de 5, 10, 15, 20%. Et sur ces processus-là très payants, 5, 10, 15, 20 de très payants, ça fait bien de l'argent. Et la même affaire, quand on perd déjà de l'argent, si on optimise ou on automatise, on va gagner, on va perdre moins du 5. Donc, les ROI sont super faciles à calculer, à se rassurer. Les premiers projets, il faut qu'ils soient payants pour l'entrepreneur. Donc, c'est là qu'il faut focusser au début. Plus que, hey, je suis tombé en amour avec ChatGPT, c'est donc même malade ce qu'ils font. Faut que moi j'en fasse. Puis, je vous entendais tantôt, on a des super exemples, puis des outils, il y en a tellement. C'est un piège en même temps. La quantité d'outils fait en sorte que les entrepreneurs qui débutent en IA vont tomber en amour avec une techno. On est rendu à une étape où les outils sont super performants. Mais encore une fois, c'est un piège. Donc, si on intègre tous ces outils-là, on va s'automatiser comme gestionnaire. Puis on vous en parliez tantôt, c'est important, c'est un volet même de l'intégration de l'IA, c'est comment le gestionnaire lui-même va se transformer.
Mais rappelons-nous qu'ils ont des business à transformer surtout. Donc, moi, ma réponse à votre question, c'est comment dans sa business, il va trouver les poches, les pockets où il fait bien de l'argent puis où il perd bien de l'argent pour automatiser ces endroits-là en premier puis gagner sur la notion de productivité. Quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que tous les projets d'IA fonctionnent. Mais pourtant, il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps de McKinsey, probablement que tu as vu aussi, qui disait que plus de 80%, si je ne me trompe pas, des projets d'intelligence artificielle ne créent aucune valeur. Moi, j'ai été surpris de ça, mais c'était quand même une étude sérieuse qui a été mise. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que 80% des projets ne donnaient pas de valeur? Puis j'espère que tu vas me dire que chez vous, Ben, c'est pas 8 projets sur 10 que vous faites qui donnent aucune valeur. Non, heureusement, non. Nos projets sont pour la très vaste majorité des projets à succès. Sinon, ils sont morts très, très tôt dans le process. L'histoire, souvent, c'est... Puis les raisons sont assez simples à expliquer. Là. Les projets, non seulement en IA, vont être pour beaucoup mal compris dans leur complexité. On va croire, les entreprises vont croire qu'ils vont s'embaucher un étudiant sortant, ils vont faire affaire avec des spécialistes, nouveaux spécialistes. Il y en a beaucoup aujourd'hui des gens qui ont utilisé 2 fois Claude et qui se nomment experts en IA à $200. C'est épouvantable, en fait. Donc, tout le monde veut surfer la vague. Hein. C'est un peu normal aussi, mais malheureusement, c'est une grosse menace pour les entreprises qui veulent intégrer l'IA parce que la marque ou la compétence en intelligence artificielle, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, elle est hyper difficile à juger. Donc, on a des entreprises qui vont faire confiance aux mauvaises personnes et qui, encore une fois, vont aussi penser que l'IA, c'est un peu magique. Là. Donc, on va avoir un algorithme, on va pouvoir le déployer et automatiquement, on va avoir automatisé ou optimisé notre processus. Ce qui est complètement faux. Même si l'algo est entraîné et que ça marche, souvent, l'étape très complexe et laborieuse, c'est justement l'implantation, le déploiement, formation des employés, puis vous l'avez nommé... Gestion de changement. Gestion de changement. Donc, puis, je serais curieux de t'entendre, qu'est-ce qui coûte le moins cher entre former un employé sur l'intelligence artificielle ou le remplacer par quelqu'un qui est formé? J'ose espérer que c'est former l'employé. Sinon, ça veut dire une chose, hein, c'est que nos entreprises ou nos entrepreneurs n'ont pas non seulement mis en lumière le fait que la gestion de changement, c'est crucial, mais aussi, ils n'ont pas transformé leur business. Il faut arrêter de parler d'éliminer des postes ou d'éliminer des jobs. Il y a 2 grandes variables qu'on oublie aujourd'hui. C'est qu'on est un pays qui est face ou qui fait face à une demande énorme en termes de business. On laisse de l'argent sur la table. Hein. Nos entreprises ne manquent pas de contrats malgré une guerre avec les États-Unis comme on la connaît aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'on est aussi face à la plus grande pénurie de main-d'œuvre qu'on n'aura jamais vécue. Puis qui ne va pas être réglée. Hein. Toutes les tendances, je me rappelle, j'ai vu une conférence de Francis Gosselin, qui est un économiste assez connu, et il montrait en fait que c'est 100% certain, pas 99%, que ça va rempirer. C'est ça. En fait, on n'aura jamais au Canada autant de monde qu'on en a en ce moment. Exact. Puis on est en pénurie de main-d'œuvre. Si tu regardes le vieillissement de la population, notre ouverture à l'immigration et le fait qu'on fait de moins en moins d'enfants, fait qu'à un certain moment, puis un des exemples que j'adorais qui donnait en conférence, il dit dans le grand Victoria, il n'y a plus de gens pour construire des maisons parce qu'on n'est pas capable de loger les gens pour construire des maisons. Fait que tu sais, tu finis par être dans une boucle. Fait que puis là, tu te dis, il ne faudrait pas que l'IA vole des jobs. Ben, à un certain moment, oui, il faut que l'IA vole des jobs parce qu'il n'y a plus de gens qui veulent les faire. Exact. Puis le deuxième, puis il y a une statistique de Statistique Québec qui commence à dater. Là, je pense que ça fait 3 ans qu'ils ont sorti ce chiffre-là, mais c'est encore sur Internet. Statistique Québec disait qu'en 2030, au Québec, dans la province de Québec uniquement, du Québec, on aurait 1,4 million de jobs, 1,2 ou 1,4 million de jobs disponibles, tellement il n'y aura plus assez de monde. Les départs à la retraite qui s'accélèrent, comme tu le dis, et tout ça. Donc, il faut aussi mettre ça dans l'équation. Donc, on veut garder nos employés, on veut les former. Et le vrai dossier que les RH devraient mettre sur le top de leur pile aujourd'hui, tant qu'à moi, et ça, c'est quelque chose que je martèle depuis des années, c'est la transformation des métiers. Donc, on parle de la transformation de l'entreprise, mais sur le même palier d'égalité, on devrait avoir au niveau RH une priorité numéro 1, c'est la transformation des métiers. Et là, on forme nos gens, on les sensibilise, on intègre l'intelligence artificielle dans leur façon de faire, puis on garde nos employés tabarouette. Puis moi, je me doute que les projets que vous faites de ta carrière, de ton expérience, sans nommer de nom, c'est quoi les plus gros wins? Dans quelle industrie que tu as vu? C'est-tu le manufacturier? C'est-tu dans le service? C'est-tu dans les restos? C'est ça qui est le fun. Sur notre site web, on a quand même une tonne de use case. Il y a du monde qui ont dit oui. Il y a des entreprises
qui sont super fiers de leur projet puis qui n'ont pas peur même de se faire copier parce que de toute façon, un projet, ça prend 6 mois à 1 an, peut-être même plus dans certains gros, à déployer, à faire et à déployer. Fait que, pour eux, ils ont une longueur d'avance. Et la grande majorité des entreprises qui goûtent à l'intelligence artificielle ne vont pas faire qu'un seul projet. Ils vont faire un deuzième, un troisième, parce que s'ils ont bien identifié le premier, il est super payant. Fait qu'ils vont se payer le deuxième avec le profit du premier, et ainsi de suite. Puis est-ce que, je suis capable de faire un projet en intelligence artificielle avec 20 000 ou c'est automatiquement 2, 3, 400 000? C'est pas 2, 3, 400 000, mais 20 000, ça va être une belle preuve de concept qui va démontrer que ça va être très payant. C'est comme ça qu'il faut voir l'IA aussi. Là, on veut dérisquer l'aventure, on est tous d'accord. Mais s'imaginer qu'on va faire un projet d'IA déployé stellar pour 20 000, ben c'est là, Étienne, que tu finis avec des consultants un peu qui te promettent la lune, mais que dans la vraie vie, c'est ce qu'on appelle des scrapers. Ouais. C'est des gens qui disent qu'ils t'ont bâti un outil d'IA, mais dans la vraie vie, ils ont pris ChatGPT, ils l'ont maquillé, là, c'est un peu comme une maison, ils l'ont peinturé, puis là, ils disent hey, ça va être extraordinaire. Il faut faire attention, là, tu sais. Puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier en IA, c'est les processus. Si ton processus il est brisé et que tu mets l'IA par-dessus un processus brisé, ça va juste être pire. Ça ne va pas réparer. C'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans leur business. Ça marche pas, mais ils n'ont pas changé le process. Puis là, ils appellent un Vauban ou ils appellent un petit consultant et disent hey, peux-tu me réparer ça? Mais la réalité, c'est que si ton processus est pas bon, l'IA va l'amplifier. Donc, quelque chose de pas bon amplifié fait quelque chose qui est encore plus pas bon. Mais malheureusement, c'est qu'on voit un peu comme on disait, je pense, l'IA comme un sauveur de tout, comme quelque chose, une solution facile. Puis la réalité, c'est que si déployer de l'IA t'automatisait de devenir profitable et de faire des millions en profit, la business serait donc bien rendue facile. C'est pas aussi simple que ça. Je me souviens d'un ami qui avait dit je vais mettre l'IA dans mon entrepôt parce que c'est vraiment le bordel. Ouais, exact. L'entrepôt va-tu s'auto-ranger dessus? Probablement pas. Non, je pense pas. Puis tu en as parlé, Hugues, l'importance aussi de la transmission du savoir. Parce que je sais que vous êtes une business de services principalement, donc vous livrez beaucoup de services. Vous travaillez dans les business, vous avez fait ce que bien des compagnies de services font, puis je trouve que c'est un peu un fantasme quand on est dans le service, lancer un produit. Ouais. Vous avez lancé un produit sur la transmission du savoir, entre autres, qui s'appelle Morphy, qui pourrait vraiment permettre de capturer justement les connaissances des gens. Bien, c'est une super bonne question. On a non seulement découvert ce besoin-là au travers de nos mandats, via nos clients, qui collaient à deux grandes problématiques ou deux grandes solitudes, comme on aime le dire. C'est que nos clients ont besoin de structurer de la connaissance. En fait, les algorithmes qu'on entraîne en intelligence artificielle, l'IA, on n'arrête pas de dire que ça se nourrit de la donnée. Fair enough, c'est vrai. Maintenant, cette donnée-là, plus souvent qu'autrement, dans un contexte d'entreprise, c'est de la connaissance. Et la connaissance, ça marche et on a accès à cette connaissance-là tant et aussi longtemps que nos employés sont dans l'entreprise. Et comme on vient de le dire à l'instant, beaucoup d'employés quittent. Fait que là, nos clients commençaient à dire tabarouette, il va falloir automatiser tel truc. J'ai mon employé qui s'en va dans un mois. Ça me fait penser à toi, Étienne. Parce qu'Étienne vient de racheter une business, puis il me disait, je pense que c'était ton associé à ton mariage qui me disait si un des propriétaires s'en va, on est donc bien dans le trouble parce qu'il y a tout dans sa tête. Fait qu'on est dans un contexte où nos clients nous mentionnaient ça. Puis en plus, est arrivé les agents et l'ère de l'agentique qui maintenant date d'il y a à peu près Peux-tu nous expliquer c'est quoi l'ère de l'agentique? Oui, avec plaisir. En fait, l'agentique, ou les agents, en résumé, de façon générale, c'est l'utilisation des algorithmes de type ChatGPT pour imiter l'humain, en fait. Donc, on veut entraîner un agent qui va avoir des tâches que l'humain effectuait avant, qui vont, à partir d'un moment, être faits par l'agent, soit en collaboration avec l'humain, ce qui est la très grande majorité des agents qui sont développés. Donc, c'est un agent qu'on va utiliser, nous, pour effectuer certaines tâches de notre quotidien. Parfois, l'agent va pouvoir rouler de façon complètement autonome aussi. On va avoir des agents qui vont être, puis là, je n'irai pas trop loin, mais des multi-agents qui vont donc travailler. Des équipes d'agents qui travaillent ensemble. Des équipes d'agents qui travaillent ensemble. Et là, on a des possibilités, je ne veux pas dire infinies, mais quand même impressionnantes dans des grands déploiements multi-agents. Et là, l'agent, lui aussi se nourrit de connaissances. Donc, on fait deux choses. On capture la connaissance avant que la personne quitte à la retraite et on entraîne ou on a la matière première pour l'entraînement d'un agent du même coup. Puis, Hugues, s'il y avait 3 outils que tu dirais de recommander ou que tu utilises à utiliser, tu sais, je pense toujours aux gens qui nous écoutent. Là. On veut Ils veulent être dans le pratique. Ouais. Ils veulent être dans le côté pratique. Demain matin, là, tu leur dis, il y a 3 choses qu'il faut que tu essayes. Ouais. Que ce soit pour leur business ou pour eux. C'est quoi les 3 choses que tu recommandes? Bien,
j'ai pas le choix de renommer Whisperflow. Whisperflow, c'est ce qui va écrire à votre place. Donc, on a c'est un outil de vocal. Tu parles à ton... En fait, moi, je n'écris plus. Un speech Je parle à mon ordi. Fait que je dis à mon ordi, ou par exemple, même quand je parle à l'IA, je vais dire, hey, j'ai telle idée, je voudrais faire ça, etc. Puis il va automatiquement synthétiser qu'est-ce que je veux dire et bien l'écrire de ce côté-là. Mais mettons, je vais faire un peu l'avocat du diable. Tu sais, mon iPhone fait déjà du voice-to-text, qu'on appelle, gratuitement. Là, c'est sur les stéroïdes. C'est ça. C'est un autre level. Là. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. Ça change le métier d'à peu près toute personne qui utilise un ordinateur. Non, c'est fascinant parce que je montrais Whisperflow, tu tapes, je crois, 120 mots minute, mais alors que tu peux dicter 300 mots minute, là, c'est comme... Exact. C'est 100% de gain d'efficacité. Ouais, puis pas de faute, bien structuré. Puis moi, ce que j'adore, c'est utiliser Whisperflow avec l'IA. Parce que tu peux avoir un échange avec lui puis une réflexion de dire, hey, j'aimerais ça réussir à faire tel truc, telle tâche, puis il va réussir à l'interpréter, à l'écrire. Fait que ça devient un peu aussi, on parle beaucoup du prompt, puis on n'en a pas parlé, mais c'est un truc important. La première chose pour moi à apprendre en intelligence artificielle, c'est de parler à l'intelligence artificielle. Parce que si tu lui dis, tu délègues mal une tâche à un employé, c'est la même chose si tu délègues mal une tâche à un IA. Il va pas livrer de ce côté-là. Fait que tu lui dis, écris-moi un blog. OK, il va t'écrire un blog, tu sais, sur n'importe quoi, d'une longueur complètement définie. Fait qu'il y a du travail là-dessus. Whisperflow, ça permet aussi vraiment de mieux prompter de ce côté-là. Fait que Whisperflow, numéro 1. Numéro 2. C'est sûr que j'ai pas le choix d'amener Claude. Ah ouais. Ça serait le meilleur en ce moment, selon toi, dans les... En ce moment, selon moi, oui. Et puis, je vais vous expliquer, Claude m'envoie quasiment promener des fois. Mais il faut aller... il est moins sympathique que ChatGPT quand tu veux, personnellement. Il ne fait pas de compliments. Chat, il dit toujours que tu as raison. Mais déployer Claude de la bonne façon, ça veut dire... Et c'est là la nuance. Hein, c'est une fois connecter Claude avec vos emails, avec vos Google Drive, vos dépôts d'informations ou de documents, avec votre CRM, avec nous, c'est Slack. Donc, moi, quand je consulte Claude, il est connecté avec mon système comptable, il est connecté avec l'ensemble de ma business. Donc, j'ai des mécaniques qui fait que tous les lundis matins, j'ai des jobs, des cron jobs, mais des jobs récurrentes qui sont des requêtes récurrentes. J'essaie de trouver le mot en français, c'est toujours compliqué, qui m'arrive automatiquement dans ma boîte courriel et qui a consulté le web. Donc, j'ai les nouvelles à lire, j'ai mes priorités de la semaine, j'ai l'entièreté de mon information au bout des doigts. Et ça, c'est là où, quand on pense que Claude, on l'utilise de la bonne façon, c'est qu'on n'a pas connecté grand-chose, on n'a pas été très loin avec la machine. C'est compliqué et long de connecter Claude à tout. Vraiment pas. Et c'est ça qui est... Coupe d'heure. Ouais, c'est vraiment pas long. Un non-initié serait capable de le faire. Absolument. Et il y a un risque à gérer, il y a un danger. C'est que Claude va... Si on lui demande d'aller chercher un certain niveau de détail ou d'information qui sort de vos systèmes à vous sécurisés, Claude peut parfois vous proposer d'aller, pour avoir une réponse plus complète à votre question, se connecter sur un serveur externe ou sur des données externes. Ne faites pas ça. C'est la seule mise en garde que je vous fais. Si vous n'êtes pas en train de donner des accès à votre Claude à des systèmes qui sont les vôtres, ne le connectez pas à rien d'autre. Et là, vous allez rester dans un environnement sécuritaire. Parce que sinon, il n'y a rien qui vous démontre que le système ou la... Il ne va pas partager ce que vous avez à l'interne vers l'extérieur. Et que vous n'avez pas ouvert une brèche pour de l'information qui pourrait être exfiltrée de vos systèmes à vous. Donc, on va justement avoir un épisode sur la cybersécurité, fait qu'on va parler de ça parce que fait partie à l'IA définitivement, il faut faire attention aussi de la façon qu'on va l'utiliser. Absolument. Mais hormis ça, Claude, c'est très, très puissant. Puis là, bien évidemment, il faut explorer la notion de projet dans Claude, la notion de... Claude Code fait peur, mais Claude Code, je ne suis pas un programmeur et j'utilise Claude Code. Donc, il y a une tonne de belles fonctionnalités sous-utilisées dans Claude. C'est un solide gros outil. Numéro 3. Mais j'ai pas le choix de vous amener Morphy. On a la plug. On a la plug. Il faut tester. C'est un entrepreneur. Il aime Morph, c'est un Christy de bel outil. On l'utilise dans nos propres projets. Je veux dire, dans des gros clients, dans le monde bancaire, dans le monde manufacturier, on capture de la connaissance grâce à cet outil-là depuis déjà plus d'1 an. Et on a décidé de le commercialiser effectivement récemment, mais on l'utilise dans nos propres projets. C'est très, très cool ce que ça permet de faire. Et Dieu sait que nos entreprises en ont besoin. Il faut capturer nos connaissances avant les fameux départs à la retraite dont on a parlé tantôt. Puis peut-être, dernière question avant de terminer. Tu sais, souvent, un des problèmes que j'ai entendu beaucoup, c'est que les gens essayent de mettre de l'IA partout. Ouais. Puis l'IA, c'est pas nécessairement bon partout. Y a-tu des cas d'usage dans lesquels tu dis ça, c'est pas fait pour l'IA? Oui, absolument. Puis encore là, tu l'as un peu nommé tantôt. On veut garder une touche humaine. Donc,
là où on a un besoin de sincérité, d'émotion, d'empathie, tabarouette, mettez-moi pas de l'intelligence artificielle. Là. Donc, on a cette... Moi, tu vois, j'avais blagué parce que j'avais fait une conférence chez Revenu Québec. Je leur ai montré en live que l'IA aurait plus d'empathie que leurs employés quand tu es un entrepreneur puis t'envoies des avis de réclamation. Fait que moi, j'ai dit au moins, quand tu dis à l'IA, aie de l'empathie, ben, tu sais, il fait semblant, tandis que j'ai l'impression que les employés chez Revenu Québec l'avaient pas vraiment. Hugues, je m'en voudrais de t'avoir avec nous sans te poker sur justement la perte d'emploi puis le remplacement de certains emplois, parce qu'on a parlé justement des avocats que, tu sais, ben moi, je vais plus payer 15 000 $. Puis je trouve ça correct aussi que ça soit plus accessible et démocratisé. Un site web à 40 000 $, ça fait pas de sens. C'est normal de pouvoir avoir accès à un site web à 500 $ en vie. Mais il y a d'autres jobs plus tricky, mettons les radiologues, que là, la reconnaissance d'image, la détection de fractures, tout ça, que moi, ça fait 10 ans qu'on dit que les radiologues vont être mis à la retraite ou remplacés par l'IA, puis c'est pas le cas encore. C'est pas le cas, hein? Ça va-tu l'être, tu penses? C'est-tu un peu comme on dit que les pétrolières bloquaient l'innovation dans l'électrification pour se protéger? Penses-tu qu'il y a ça dans l'IA? Ben, c'est tellement génial ta question, puis l'exemple des fameux radiologues, parce qu'en fait, ça met en lumière ce qu'on comprend très mal quand on n'arrête pas d'expliquer que l'IA, elle est là pour augmenter l'humain. Mais les radiologues, c'est tout à fait ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans ce que les radiologues font, soit dit en passant. Aujourd'hui, les machines d'analyse, de prédiagnostic de nos radiologues contiennent de l'intelligence artificielle, et depuis des années, en fait. Donc, nos radiologues n'ont pas perdu leur job pour autant. Par contre, je peux vous jurer, puis moi j'ai un bon ami radiologue, ils consultent beaucoup plus de radio. En fait, ils font beaucoup plus de diagnostics qu'avant. Donc, la fameuse analogie dont on va perdre des métiers, elle est fausse. On accélère nos gens. Tout comme on accélère nos radiologues, on va accélérer, si on le fait bien en intégrant ces technologies-là partout en santé, nos médecins de famille. Je pense pas qu'éventuellement, on va remplacer des jobs. Je suis allé à New York dernièrement me faire masser par un robot. Puis j'étais comme, il manque de massothérapeute. Sincèrement, c'était pas si désagréable que ça. Fait que ça s'est mis à faire. Je vais tenter. Dans 20 ans, peut-être. Mais je vais tenter une réponse parce que, tu sais, des serruriers ou des cordonniers, il y en a moins qu'avant, mais il en reste quand même. Ça fait qu'il y a des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés parce que c'est moins des jobs demandés. Fait que moi, c'est un peu comme ça. Fait que l'espèce d'hécatombe où est-ce que tout le monde va être mis à la retraite. Je pense pas tout le monde. Demain, pas tout le monde. Il va toujours rester des cordonniers de coin de rue de temps en temps, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais ceux qui sont là vont quand même bien gagner leur vie. Ce qui a été nommé tantôt, par contre, et qu'il faut se rappeler puis qu'il faut renommer tant qu'à moi, c'est que ceux qui résistent, eux, ils vont la perdre, leur job. Donc, la notion, elle est, tant qu'à moi, elle est là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a des radiologues, des serruriers ou des gens de la construction ou peu importe le métier qui n'ont pas le choix de s'intéresser, lire, s'éduquer sur la technologie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange en hiver de l'intelligence artificielle. Et parce que progressivement, ils vont être obligés, tout le monde, d'en intégrer dans leur quotidien, dans leur métier. Ça, c'est le bout important dans l'histoire. Question que je te pose. Aujourd'hui, est-ce qu'un dirigeant devrait imposer l'IA à ses employés? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. De la bonne façon. Mais nos entrepreneurs, on le disait tout à l'heure, n'ont plus le choix. Donc, en expliquant comme il faut, appuyer des bons exemples, de la bonne démarche, en assurant la bonne gestion du changement, la communication. En fait, on a un des conseils qu'on donne souvent à nos clients, c'est aussi de communiquer plus que moins sur cette intention d'intégrer l'IA. Au point où les entreprises devraient mettre comme premier objectif, dans les objectifs annuels qui sont souvent présentés aux employés, de ne pas hésiter à le mettre comme numéro 1. Donc, transformer l'entreprise grâce à l'intelligence artificielle. Ça va un peu choquer peut-être au début, ça va à tout le moins susciter une tonne de questions, et c'est parfait. C'est ce qu'on veut, c'est initier la discussion et tranquillement, oui, obliger nos employés à intégrer de l'IA dans leur façon de faire. Encore une fois, il n'y a malheureusement pas d'autre chemin. Puis là, la question qui tue, est-ce qu'il y a des subventions, des crédits pour travailler avec des entreprises comme Vauban ou d'autres pour comme nos PME québécoises? Il y a beaucoup de programmes qui existent. Il y en a un tout nouveau qui vient d'être lancé par la BDC. Il y a des programmes au fédéral, principalement. Il y a quelques programmes au provincial aussi. Souvent, c'est par industrie. Donc, il y en a, entre autres, dans l'agroalimentaire. Il y en a dans le bois. Donc, en fonction du domaine d'activité de votre entreprise, faut juste se renseigner. Nous, on peut guider les entreprises au travers de vous les ça. Voyez, les subventions. On connaît à peu près tout ce qui existe comme programme, effectivement. Reste que, moi, j'aime toujours rappeler que
si le projet n'est pas payant, sans subvention, Faites-le pas. faites-le pas. Ça c'est C'est le problème. Il y a des gens qui vont développer des projets basés sur l'aspect qu'ils ont une subvention. Pour moi, tu n'as pas la gestion du changement là-dedans, tu n'as pas la réelle volonté. Puis encore une fois, se poser la question, l'IA, là, si c'est bien fait, ça devrait vous rapporter 5 à 10 fois ce que vous allez investir. Ouais. Avez-vous vraiment un problème à mettre 100 000 si on vous garantit 500 000, 600 000? Évidemment, tu n'as jamais de garantie, mais de plus en plus, il y a des études de cas. Puis c'est de faire attention. C'est peut-être le message que je passerais avant qu'on termine aussi. Tu l'as bien dit, c'est de faire attention à qui vous confiez ça. Allez chercher des références, regardez les projets qu'ils ont fait, regardez leur crédibilité dans le marché, appelez des clients. Puis je dis toujours à la blague, appelez pas les clients qui vous disent d'appeler. Regardez leur site web puis appelez les autres clients. Vous avez fait un projet avec Vauban, vous avez fait un projet avec Move AI, vous avez fait un projet avec une autre business. Posez-leur la question sur ça a été comment. Parce qu'il faut faire attention. Moi, ce qui me fait peur en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est justement les charlatans de l'IA. Là. Il y en a énormément puis ils font mal au métier. Parce que c'est des gens qui s'improvisent un peu et qui vont arriver dans le business puis il n'y aura pas de résultat. Et le problème, c'est quelqu'un qui a fait de l'IA puis qui n'a pas eu de résultat. Dans sa tête, l'IA, ça ne fonctionne pas. Puis, Hugues, je serais curieux, en conclusion, en fait, je te perçois un peu comme un Copernic, où est-ce que tu as une longue vue, tu vois à l'horizon, tu vois qu'est-ce qui s'en vient. Dans les prochaines années, quelle décision un entrepreneur devrait faire aujourd'hui, lundi matin, en ce qui concerne l'IA, pour avoir sa longueur d'avance? Je dirais que c'est une posture que moi, on devrait considérer que l'acquis a une très courte durée de vie, malheureusement. Donc, on avait des concepts qui nous étaient présentés à l'université tout le temps sur les barrières à l'entrée qui devaient donc être si difficiles à traverser. Aujourd'hui, les exemples sont trop nombreux sur ce que la technologie peut effectuer ou, je dirais, transformer une business, tout comme se faire attaquer par deux jeunes qui vont avoir l'idée qui va tuer votre modèle d'affaires. Donc, d'avoir une posture de toujours rester sur nos gardes parce que la technologie peut définitivement être, mon Dieu, la plus grande menace potentiellement à votre modèle d'affaires. Je pense que c'est surtout toujours innover, en fait. Toujours innover. Toujours être en posture d'innovation, sinon, t'es plus entrepreneur. C'est ça. Dominique, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu retiens? Je retiens définitivement que le plus gros risque est humain. Tu sais, c'est pas la technologie est là, elle est disponible, c'est comment on est capable de gérer les changements, comment on va avoir plus de courage en termes d'entrepreneurs d'imposer à un certain moment. Parce qu'on cherche beaucoup au Québec le consensus à tout prix. Puis à un certain moment, il faut commencer à dire aux gens, il faut y aller, on n'a plus le choix aujourd'hui. On a besoin pour avoir un Canada qui est plus fort avec ce qu'on vit aujourd'hui, d'adopter l'intelligence artificielle, que c'est pas si compliqué que ça, qu'il y a plein d'outils. C'est aussi pas si coûteux, hein? Hugues le dit, 20 000 $, on est capable de faire un projet pilote. On est capable de regarder s'il y a quelque chose à faire. 20 000 $, c'est pas tant d'argent que ça pour le potentiel de faire des centaines de milliers de dollars en profit. Il faut prendre un petit peu plus de risques. Fait que moi, c'est un épisode que j'ai vraiment trouvé super intéressant puis qui me donne encore plus le goût, malgré que je suis un power user, de continuer à utiliser l'IA, de l'impliquer de plus en plus, autant dans ma vie personnelle que dans ma business. Ouais, puis Dominique, Hugues, je conclurai en disant, j'ai l'impression que à force d'en parler, c'est moins pire qu'on pense, dans le sens que si tu parles à des baby boomers qui ont vécu l'arrivée de l'informatique dans les années 90, l'arrivée de l'Internet dans les années 2000, il y a toujours une petite transformation quelque part technologique. Puis ça, c'est celle du moment, mais elle n'est pas si différente que celle qu'on a vécue dans le passé. Puis tu sais, Étienne, moi je pense que le prochain sujet qui va être très, très important avec l'IA, puis qui est un qui me fascine le plus aujourd'hui, c'est la robotique. Parce que demain matin, quand tu vas commencer à mettre de l'intelligence artificielle dans des robots, puis on pense tout à ce que Elon Musk parle un peu avec ses robots humanoïdes qui nous fait rêver que quelqu'un va faire le ménage éventuellement pour nous, ou de voitures qui vont se conduire complètement seules et qui vont être capables d'aller chercher des gens pendant que je dors et donc de faire du Uber et de me ramener des revenus. C'est vers là qu'on s'en va. Puis moi, je suis vraiment très, très excité de voir à quel point la robotique avec l'IA va être quelque chose qui va complètement transformer. Et c'est peut-être là, Hugues disait, dans 20 ans, il y a peut-être des métiers qui vont disparaître. Moi, je pense que le vrai risque de la disparition de plusieurs métiers, c'est la robotique qui va rentrer avec l'IA. C'est un excellent point, puis c'est le sujet de notre prochain épisode à longueur d'avance. Hugues, merci énormément. Dominique, merci beaucoup. Vous, à la maison, en fait, commentez sur l'épisode, que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts, Google, Facebook. Allez nous dire justement, c'est quoi les pro tips que vous avez sur l'intelligence artificielle, comment vous l'utilisez au quotidien, où est-ce que ça a fait une différence, bon coup, mauvais coup, on veut tout entendre, puis on va partager justement ces conseils d'entrepreneurs-là, parce qu'on est une communauté, puis on se tient serré. C'était Étienne Crevier qui vous remercie encore une fois d'avoir été là et vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Longueur d'avance. Le Dérangeant et Vidéotron Affaires s'unissent pour créer Longueur d'avance, le podcast des entrepreneurs d'ici en quête de solutions innovantes.